On plonge dans l'analyse prédictive des réseaux sociaux avec mes invités. Bonjour Aurélie David. Bonjour. Bienvenue, vous êtes vice-présidente Data Consulting de Bloom Social Analytics. Et puis avec nous en visioconférence, Lionel Kaplan, bonjour, fondateur de Mediatrium France, agence spécialisée en communication digitale. Peut-être pour commencer Aurélie David, une définition tout simplement, c'est le métier de Bloom, la Social Media Intelligence, c'est quoi ? Alors, c'est l'analyse des opinions et des tendances sur les réseaux sociaux. Donc, on va collecter toutes les conversations publiques, j'insiste, puisqu'on est encadré par le droit en Europe et dans le monde. Donc, toutes les conversations publiques sur un sujet, sur une marque, sur un secteur. Et on va donc identifier des signaux forts et des signaux faibles. On parle d'une analyse qualitative, prédictive et stratégique. Alors, c'est évidemment le prédictif qui m'intrigue. Comment vous pouvez anticiper ces tendances ? Oui, alors, nous, on parle moyennement de prédiction. On parle justement d'anticipation plutôt, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont un reflet de la société. Donc ils ont aussi, comme la société, un aspect chaotique, donc avec parfois des sujets qui vont s'envoler à la lumière d'un événement ou d'une déclaration. Donald Trump était assez fort pour créer comme ça le chaos sur les réseaux sociaux. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va en gros détacher ce qui est du bruit de fond, donc ce qui est de la conversation de fond, qui anime vraiment les communautés, de ce qui est du bruit. Donc il y a des bruits qui ont du sens, signifiants, et il y a des bruits qui sont uniquement des bruits qu'on va traiter comme tels, donc qui sont dus, encore une fois, à un épiphénomène qui ne crée pas de tendance. Voilà, donc nous, on est dans l'anticipation. Lionel Kaplan, on parle aussi de social listening. Vous le pratiquez aussi, vous, chez Mediatrium France. Qu'est-ce que vous pensez de cet outil ? Oui, tout à fait. Le social listening, ça va tout à fait dans cette optique-là. C'est le fait, en fait, de regarder un petit peu les conversations qui se font autour d'un sujet ou d'une marque ou d'une personnalité même. On parle parfois aussi même de monitoring. Donc, on va utiliser des outils, des logiciels en ligne pour capter les conversations, les commentaires d'internautes, que ce soit sur des plateformes sociales, des forums, un petit peu partout sur Internet. Donc, effectivement, comme ça a été dit, des conversations publiques pour les analyser et pour savoir déjà quelles sont les thématiques abordées. Est-ce que c'est plutôt positif, négatif, un peu des deux? Et à partir de là, on va pouvoir aussi établir la réputation en ligne d'une marque, d'une personnalité ou même d'un sujet, savoir un petit peu ce qui se dit sur le sujet. Donc ça marche comment, Lionel Kaplan ? Tout simplement à partir de mots-clés qui sont identifiés. Quelle est la part d'intelligence artificielle dans la mécanique dont vous venez de parler ? Alors effectivement, ça marche en fait comme des moteurs de recherche, c'est-à-dire que vous allez mettre, comme vous l'avez indiqué, des mots-clés, différents mots-clés. Alors le souci, c'est que parfois vous allez avoir un mot-clé qui va correspondre à plusieurs définitions, voire à une marque et une définition. Je vous donne un exemple très simple, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques. Allez-y. Allons-y, donc Orange, la marque que vous connaissez tous, bon, c'est aussi une couleur. Donc si vous mettez dans le moteur de recherche Orange, forcément vous allez tomber sur des conversations qui vont parler de la couleur orange, mais aussi de la marque. Ou encore avocat, ça peut être le fruit ou ça peut être la profession. Donc du coup, il va falloir d'une part, donc il y a l'intelligence artificielle qui va essayer un petit peu, selon les mots qui sont autour du mot-clé qu'on recherche, l'intelligence artificielle va essayer un petit peu de nettoyer justement tout le bruit qui ne correspond pas au sujet que l'on recherche. Donc ça, c'est l'outil qui va faire ça via son intelligence artificielle. Mais nous, on recommande toujours d'avoir quand même une part humaine qui va déterminer si effectivement la conversation correspond vraiment à notre sujet ou pas, et qui va aussi corriger ce que l'intelligence artificielle n'arrive pas forcément à faire, c'est-à-dire parfois, lorsque c'est un peu ambigu, lorsque c'est ironique, ou lorsque, par exemple, je sais pas, je parle d'un restaurant et je vais dire le service est formidable, mais par contre la qualité du repas a été très mauvaise. Là, on a deux sensibilités, négatives et positives. Et donc parfois, ça va être l'humain, ça va être une personne qui va réussir à déterminer si il faut classer dans positif, négatif,
ou dans telle ou telle thématique. Ouais. Aurélie et David, comment vous utilisez justement cette intelligence artificielle? Parce que l'une des promesses de Bloom, c'est d'analyser plus de données que les autres. Donc forcément, la machine, elle est là pour ça. Plus de données pertinentes. Oui. Parce que plus... Voilà. Oui. Oui, alors comme le disait Lionel, on part de mots-clés au départ, mais notre technologie, par inférence sociale, va aller chercher des contenus qui ne comportent pas ces mots-clés. Un exemple très simple, une marque poste une publication, les utilisateurs, les clients, les fans répondent et ne citent pas la marque. Un outil simple, comme il fonctionne comme un moteur de recherche, ne va pas prendre les commentaires. Et nous, notre technologie va comprendre qu'il y a un hypertexte en l'occurrence, un lien hypertexte entre la publication et les commentaires. Donc ça veut dire qu'on va avoir effectivement un corpus de conversation beaucoup plus étendu et que surtout, au-delà de plus, etc., c'est mieux. Parce qu'en fait, finalement, quand on intègre des mots-clés, on trouve ce qu'on cherche. Voilà. Et on est dans cette fameuse bulle dans laquelle on est tous un petit peu. Mais donc, notre technologie d'inférence va nous permettre de découvrir, et vous parliez de prédiction ou d'anticipation tout à l'heure, justement de découvrir des signaux faibles et des sujets qu'on ne cherchait pas. Sinon, on est enfermé finalement dans une problématique avec son client. Et l'humain, il intervient à quel moment? L'humain intervient bien évidemment. Donc nous, on va remonter, nos algorithmes vont remonter toutes ces données et nous signifier celles qui ont le plus de chances de faire sens et celles qui ont le plus de chances de faire du bruit. Mais c'est l'humain qui va décider finalement. Donc la machine va proposer, va nous dire dans le cas d'Orange par exemple, voilà, là c'est trop associé à une couleur, tu devrais l'exclure. Mais finalement, si on n'a pas envie de l'exclure, c'est l'humain qui décide. Donc c'est toujours l'humain qui a le dernier mot en effet. Et ensuite, il y a ce que vous en faites. J'imagine, je vais vous poser la même question à l'un et à l'autre, je commence avec vous Aurélie David, que ensuite vous adaptez les campagnes à chaque réseau social. C'est-à-dire on va pas proposer évidemment la même campagne, je ne sais pas, sur Facebook ou sur Instagram, quoi. Bien sûr, parce que de toute façon, alors déjà il y a des modes d'interaction différents, il y a des formats différents, et puis il y a aussi des communautés différentes, très différentes. Nous, notre unité d'analyse, c'est la communauté. Donc on regarde les communautés des marques, les communautés autour des secteurs, et donc il y a des communautés qui ont des affinités, des modes d'interaction et des sujets de prédilection très différents en fonction des réseaux sociaux. Donc on va s'adapter bien évidemment à tout ça pour que le message de la marque ou de l'institution passe le mieux possible et soit le mieux compris possible. Lionel, même question et peut-être avec une incidente. Est-ce qu'il y a des marques qui sont plus fortes sur certains réseaux sociaux et moins sur d'autres? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne saurais pas vous dire quelle marque, parce que chaque marque a ses outils, a ses agences et a ses community managers ou ses social listeners. Mais en fait, on remarque que de plus en plus, les marques ont besoin d'analyser ce qui se passe sur les réseaux sociaux et pas uniquement dans leur communauté, mais aussi notamment sur Twitter, dans l'ensemble du réseau social. Twitter, c'est un exemple vraiment important. On a récemment une marque d'eau minérale qui a été un petit peu instrumentalisée par des médias et des politiques et elle s'est retrouvée un petit peu dans une polémique autour d'une fête religieuse en fait, alors qu'au départ il n'y avait pas vraiment de polémique, sauf que ça a été monté en épingle. Et en fait les outils de social listening permettent de savoir d'où vient la polémique. Et donc, du coup, de prendre les bonnes décisions. Est-ce qu'on doit réagir ou pas? Est-ce qu'on doit s'excuser ou pas? Est-ce qu'on a instrumentalisé ou pas? Donc, c'est de plus en plus important aujourd'hui de vraiment vérifier d'où viennent les sources, qui sont les détracteurs et qui sont au contraire les ambassadeurs de la marque. Ça veut dire que c'est un outil de communication de crise aussi, Lionel Kaplan? Alors voilà, là c'est tout à fait l'exemple que je vous ai donné, c'était important d'être outillé avec du social listening parce que c'était vraiment un cas de communication de crise. Il y a une autre marque, un grand magasin de sport aussi, qui a été un petit peu, il y a quelques temps, impliqué dans une polémique du même genre et qui, du coup, a dû gérer cette crise avec son community manager ou ses community managers pour savoir quoi répondre et quelle position prendre vis-à-vis non seulement de sa propre communauté, mais aussi vis-à-vis des médias et vis-à-vis de Twitter, des personnes qui sont sur Twitter.
Aurélie, David, est-ce qu'on voit, on va parler des images maintenant. La chronique qui suit sur les placements, les secteurs d'avenir sera justement sur ce qu'on appelle la créateur économie et donc les producteurs de contenu sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est aussi un moyen, les outils, l'intelligence artificielle tels que vous l'utilisez, de détecter les tendances en matière de création, justement, et peut-être de les utiliser ensuite pour les marques que vous conseillez? Bien sûr. Effectivement, on ne regarde jamais uniquement la communauté d'une marque au sens les abonnés de son compte. On regarde la perception globale, donc tout ce qu'on appelle, nous, la conversation spontanée autour de cette marque. Et au-delà, justement, et pour accompagner cette tendance et pour répondre à des crises, on regarde le secteur. On ne regarde jamais uniquement la marque. Donc on regarde son secteur, ça peut être même large, ça peut être des secteurs concurrents. Et c'est là qu'on voit émerger justement les tendances de consommation. Donc aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est homegrown, donc par exemple dans tout ce qui est alimentaire, les gens qui ont des potagers, même un petit bout de balcon. Donc on a détecté ça bien en avance de phase. C'est un signal faible qu'on communique avec nos clients pour justement qu'ils aient une bonne compréhension de leurs consommateurs et de ce qui se joue, même si l'action ne s'ensuit pas tout de suite, parce que quand c'est un signal faible, c'est pas forcément une priorité pour la marque, mais en tout cas, oui. Et donc, on a travaillé avec des marques de mode, des marques de luxe sur ces sujets-là, notamment sur les jeux vidéo qui sont devenus un vecteur vraiment, dans les 6 mois passés, un vecteur très important pour des grandes marques de luxe. Est-ce qu'il y a des nouveaux réseaux sociaux là, qui émergent depuis quelques mois et que vous avez intégrés à vos outils? Il y a TikTok qui n'est pas vraiment nouveau, mais qui a une croissance incroyable, puisqu'ils sont passés en juin 2019 de 4 millions à aujourd'hui plus de 11 millions, donc c'est équivalent à Twitter. Twitter, c'est 12 millions. YouTube, c'est 49 millions en France. Donc YouTube est vraiment colossal. On analyse YouTube aussi, bien sûr. Donc oui, il y a TikTok. Et ce qui est intéressant avec ce nouveau réseau social, c'est qu'on a longtemps pensé, les marques y compris, que c'était un réseau social d'adolescents et d'adolescentes. Et aujourd'hui, on voit notamment dans le conflit israélo-palestinien qu'il a servi énormément de vecteur à la mobilisation et à l'information. Donc il est en train de se transformer. Les politiques s'en emparent aussi, et les marques. Donc on intègre bien évidemment. Alors on fait des choix, nous, comme on a choisi d'intégrer la donnée de manière très profonde, donc d'aller chercher toutes les conversations, on ne va pas être de manière horizontale sur tous les réseaux. Par contre, on choisit ceux qui ont beaucoup de sens pour nos clients. Mais Lionel Kaplan, je rebondis sur ce que vient de dire Aurélie David, sur quand un réseau social, là en l'occurrence TikTok, commence à être réutilisé par soit des journalistes des médias traditionnels, soit des politiques, etc., ça veut dire que les ados, ils vont aller en chercher un autre, non? C'est pas ce qui se passe à chaque fois? Vous voulez dire qu'ils vont changer de réseau social parce que les journalistes parce que si leurs parents sont sur leurs réseaux sociaux, ils veulent plus, ils vont changer de réseau. C'est ce qui s'est passé effectivement avec Facebook, c'est-à-dire que Facebook a un petit peu vieilli, l'audience de Facebook a vieilli et là on est plus autour des 40 ans et plus, alors que les jeunes sont allés d'abord sur Instagram et puis ensuite Snapchat et TikTok actuellement. Il y a aussi Clubhouse dans le réseau social vocal qui a un petit peu émergé en début d'année, mais là c'est en train de se tasser et où beaucoup d'étudiants en fait s'y sont retrouvés. Donc c'est vrai, ils ont tendance à fuir et aller sur d'autres réseaux sociaux. Le problème de ces réseaux sociaux qui sont plus multimédia qu'écrits, c'est que c'est beaucoup plus difficile de les écouter. Snapchat en particulier, parce que c'est souvent des conversations privées, donc on ne peut pas les écouter, et tant mieux. Et TikTok, parce que c'est essentiellement de la vidéo. Donc ça devient beaucoup plus difficile à scanner. Et c'est plus facile, effectivement, de scanner un Twitter ou un Facebook qu'un réseau social sur mobile et en plus, qui plus est, vidéo. Donc ça veut dire, Lionel Kaplan, que l'analyse de l'image, l'analyse d'une vidéo, pour l'instant, c'est un peu la limite ou ce sur quoi, justement, vous travaillez pour améliorer encore ces outils de social listening? Alors nous, on n'est pas techniciens, donc ça va être les outils eux-mêmes qui vont travailler là-dessus et qui travaillent déjà là-dessus. Nous, on ne fait qu'utiliser les outils qui vont effectivement faire du social listening. Mais bon, quand on voit par exemple que Google arrive à référencer des vidéos et à analyser les textes qui peuvent défiler dessus ou les images, on a la reconnaissance faciale aussi, la reconnaissance vocale. Donc toutes ces technologies d'intelligence
artificielle ou plus ou moins d'intelligence artificielle vont permettre effectivement de mieux analyser ce qui se passe dans les vidéos ou dans les podcasts ou les fichiers audio, mais ça demande beaucoup plus de ressources, que ce soit en termes de bande passante ou de technologie. Alors effectivement, Aurélie David, l'analyse de l'image, c'est un peu la limite ou la prochaine étape? Oui, c'est la prochaine étape. Alors, autour de l'image, il y a beaucoup de données. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des métadatas, et donc il y a des titres, il y a des commentaires, des chapeaux, etc. Donc il y a déjà beaucoup de données qu'on utilise, nous, pour YouTube par exemple, mais là on est en prototype, on finalise le prototype TikTok, donc on aura quand même de la donnée. Et oui, et après il y a des spécialistes effectivement comme Google qui le font très bien. Donc oui, c'est la prochaine étape, clairement. L'intelligence artificielle, on peut aussi dire que ça permet à l'un et l'autre, aux agences, de se concentrer sur, ou à vos clients, de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la créativité. Absolument, tout à fait. Est-ce que vous ressentez ça? On ressent ça, on ressent aussi effectivement, alors là où c'est vraiment un outil très fin, c'est qu'en fait il faut sortir le bon insight. Parce qu'il suffit pas, enfin on peut, la data c'est infini, on peut multiplier les reporting, les monitoring dans tous les sens. Mais ça peut être aussi comment je peux dire ça, un outil de feignant, quoi. C'est-à-dire on se repose sur la data et puis on la laisse faire le travail et donner les solutions. Alors c'est pas un outil de feignant parce que justement il faut vraiment y aller pour comprendre et pour en sortir le meilleur insight pour justement libérer la créativité. En effet. En effet. Alors il nous reste 1 minute 30. Je voudrais Lionel Kaplan, parce que vous l'avez un tout petit peu évoqué, mais l'un et l'autre, la question de la loi du RGPD, comment vous conciliez l'analyse prédictive avec le respect de ces textes, Lionel Kaplan? Alors ça, c'est tout l'enjeu des prochains mois, des prochaines années, c'est que la RGPD a un petit peu compliqué la vie, on va dire, de tous les communicants. Pour le moment, de toute façon, bien sûr, on suit un petit peu les règles. Il n'y a aucune donnée que l'on conserve, en tout cas, aucune donnée les données qu'on scanne, en fait, comme Aurélie l'a dit en début de conversation, ce sont des données de toute façon publiques, donc que les gens ont volontairement mis sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas de problème vis-à-vis de la RGPD. Par contre, effectivement, ensuite, il y a un problème de conservation et surtout d'individualisation. Nous, on ne fait qu'analyser les données au global. On ne va pas dire que c'est un tel ou un tel qui a dit ça, on va dire que globalement, le consommateur pense du bien ou du mal de cette marque ou pense telle ou telle chose à propos de cet événement. Donc du coup, on ne va pas individualiser les propos et ça c'est essentiel pour être conforme à la RGPD. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe donc à Smart Money, on va rester, je le disais, sur le thème dans l'univers des réseaux sociaux avec les créateurs de contenu.